Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger en co-animation à Côte-Nord Attitude. Ben oui, il est de retour. Bienvenue chez vous, Tommy, à la merci. radio, à cette île, Ben à ouais, Cogeco TV aussi. C'est vrai, c'est le On s'est retour. ennuyé de toi. Oh, merci, vous êtes fin, mais ça a dû passer vite quand même. Oui, il y a Valérie quand même qui a travaillé très, très, très fort. On la remercie. Elle a fait tous les midis au cours des 2 dernières semaines Ouais, pendant c'est ça, l'absence c'est elle de qu'il faut notre remercier. ami Tommy. Toi, t'allais entre autres pour des vacances et pour des raisons de santé. Ça te porte c'est ça. bien, oui. Ouais, On a sauvé ton œil, Ouais, oui. je me suis fait opérer un œil, là, une petite opération, là. Se faire gratter un œil, c'est jamais agréable, mais regarde, ça va bien présentement, donc on va souhaiter qu'il reste en santé pendant les prochaines années. Oui, Tommy, on va tout de suite entamer le contenu de l'émission parce Ouais. qu'on a quand même plusieurs invités, 4 encore ce midi. Hein. Entre autres, on va s'entretenir avec la mairesse Violaine Doyle de Port-Cartier pour parler du dossier des maisons de Place McCormick. Officiellement, il y a eu la rencontre là jeudi soir dernier avec les résidents. Ils sont dans une zone là où ils peuvent plus rester là. Il y a d'autres résidences, hein, comme ça, on l'a appris entre autres à la séance du conseil municipal hier soir sur la rue des Campeurs, sur la rue Belle également, qui sont dans la même situation. C'est pas une responsabilité des villes, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec, le ministère de la Sécurité civile, mais quand même la municipalité a des responsabilités et veut accommoder ses citoyens. On va en parler en direct avec la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, qui sera avec nous vers 12:15. On a de la visite, le député libéral fédéral. Ça veut dire qu'il est du bon bord, hein? C'est le parti au pouvoir. Plus facile. Oui, donc David Graham, qui est à Sept-Îles aujourd'hui, il rencontre des gens d'affaires, entre autres, même s'il n'y a pas de dîner-conférence officielle là, avec la Chambre de commerce. Il y a une rencontre sur l'heure du midi avec des gens d'affaires. Il a rencontré toutes sortes de monde également ce matin, là, une petite tournée. Il est à Bécomo également cet après-midi. En fait, David Graham, c'est ce qu'on appelle un député d'arrière-ban. Hein? Il y a pas de ministère, Exact. mais il y a quand même certaines responsabilités. Il siège sur un caucus de 54 députés libéraux qui s'intéressent particulièrement à la ruralité au Canada. La ruralité, c'est sûr qu'on peut y donner une définition bien différente. Là, la Côte-Nord, il y a beaucoup de ruralité, il y a beaucoup de villages. C'est pas une réalité urbaine. Même Sept-Îles et Port-Cartier, c'est une réalité régionale ouais, qu'on peut souvent qualifier de faire partie de la ruralité. Écoute, lui, son comté, c'est le comté du curé Labelle, là, le comté dans les Laurentides. Et pour les gens de Montréal, c'est de la ruralité de vivre dans les Laurentides. Ouais, okay. Alors, on va parler entre autres du dossier d'Internet à haute vitesse, mais quand on parle de qualité de vie dans les régions, dans les zones rurales au Canada, ben c'est l'emploi qui est le nerf de la guerre. On en est conscient du côté du parti au pouvoir. Le député David Graham, qui est de passage à Sept-Îles, il sera avec nous en entrevue vers 12:30. Eh ben, un événement optimiste cette fin de semaine, Tommy. Ben oui, c'est une assemblée optimiste là, qui regroupait plusieurs clubs optimistes de partout au Québec. Ça se passait ici à Sept-Îles. On en a connu 3 là, avec celle de ce week-end. Là, on en a connu une en 96, en 2005. Et là, en 2017, on revient à Sept-Îles pour une assemblée de la sorte. Des conférences, des soupers, une manière de faire découvrir notre région, mais aussi une raison là de discuter de qu'est-ce que le Club Optimiste fait, les orientations qu'on peut prendre, chacun de c'est l'année de la s'échanger. Jeunesse. Exactement, le Club Optimiste, donc, c'est vraiment là pour les jeunes. choses pour les jeunes. Et c'est vraiment là une occasion de s'échanger des fois certains petits trucs entre clubs sur qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien d'un club à l'autre. Et c'est aussi une raison de faire visiter notre belle région à ces gens-là. On fait pas juste manger et s'informer, ça sert aussi à visiter. Et on en parlera avec un ex-président qui est membre du Club Optimiste depuis bien des années, qui a un nouveau titre aussi. On en parlera un petit peu avec lui, Monsieur Michel Frigon. Bon. Tu sais que au FM 94, on rayonne jusqu'à Rivière-au-Tonnerre, le premier village en Mingani. Connais-tu un peu le village de Rivière-au-Tonnerre? En plein cœur, là, il y avait une belle grosse auberge. On appelait ça Place Jonathan dans le temps. Okay. Là, ça s'appelle l'auberge La Mer, Escale La Mer depuis quelques années. Mais écoute, les 3 propriétaires l'ont donné
pas vendu, donné. C'est rare qu'on à la donne coopérative des Voyage choses, Coste. encore moins une auberge. Ça a quand même une certaine valeur, hein. C'est sûr qu'il y a des travaux à faire, puis des rénovations, puis tout ça. Mais il y a quand même 12 chambres, là. C'est une auberge officiellement reconnue, là. 12 chambres à coucher. Il y a déjà eu un restaurant là-dedans. On se souvient, Madame Duguay, Régent Roy, qui a aussi opéré un restaurant dans le musée Chapoutoine à Sept-Îles. C'est ces gens-là qui avaient un peu parti ça, là. Ça s'appelait Place Jonathan dans le temps. C'est quand même un gros auberge. Puis, la coopérative Voyage Coste a maintenant plein d'autres projets. Elle avait déjà plein de projets. Entre autres, celui de faire un traversier entre Rivière-au-Tonnerre et Anticosti. On va en parler de tout ça avec la directrice de Voyage Coste. Elle s'appelle Alberte Marcoux. Elle est à Rivière-au-Tonnerre, alors on va lui parler par téléphone en fin d'émission Côte-Nord Attitude vers 12h50. Voilà pour le contenu. Et avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Un film en tournage à Ouachat Macmaliottenam l'automne prochain. Tommy, c'est la réalisatrice Myriam Véro qui tournera son prochain long métrage dans notre région auprès de la communauté Innu de Ouachat Macmaliottenam. En fait, les personnages du film sont inspirés de l'œuvre de l'auteur Naomi Fontaine qui donc seront joués par des Inuits. Le tournage se fera en 2 blocs. Il y a un bloc cet automne et un bloc au printemps 2018. Max Film Media est à la recherche d'acteurs présentement pour ce futur film Quasipan. Donc, ça raconte entre autres l'histoire de 2 amies inséparables jusqu'à ce que l'une d'elles s'amourache d'un blanc et rêve de sortir d'une réserve trop petite pour ses ambitions. Donc, un film à Ouachat et Maliotenam tourné en 2017-2018. Les premières observations de Kaplan sur les plages de la Côte-Nord ont eu lieu au cours des derniers jours. Le Kaplan a roulé, entre autres, à Portneuf-sur-Mer et Rivière-Brochu. Le phénomène spectaculaire se répète chaque printemps. Le Kaplan fraye à la marée montante sur les plages des plages de sable du Saint-Laurent. L'espèce essentielle à l'écosystème nourrit la morue, le flétan, les oiseaux marins, les phoques et même plusieurs baleines. On en a vu plusieurs dans la baie des Baleines ce week-end. Les œufs de Kaplan figurent aussi au menu de plusieurs poissons. Les réseaux d'observation du Kaplan enregistre depuis 2002 les informations du public pour mieux comprendre la reproduction de l'espèce. À Port-Cartier et Sept-Îles, les sites les plus souvent rapportés sont les secteurs de Pentecôte, Rivière-Brochu, Maniotenam et Matamec. Toi qui es un vrai Sétilien de souche, là, ça dure quelques jours. D'habitude, quand ça a commencé à rouler, on peut s'attendre jusqu'à la fin de semaine prochaine. Hein? Oui, on a encore du temps là pour se regrouper. Ça laisse l'occasion à plusieurs parties de plage, surtout en ce début d'été. Le Kaplan est en ville. C'est peut-être pour ça, justement, que tu as vu autant de baleines cette fin de semaine près de cette île. C'est pas moi, mais des gens me l'ont rapporté. Ils m'ont rapporté de belles images. Il y avait une rencontre hier, le conseil municipal de la ville de Sept-Îles, diffusé notamment à Cogeco. On a résolu d'acheter pour $1 les terrains de 3 propriétés sinistrées de la rue des Campeurs et de 2 autres sur la rue Belle, donc à Clark-Cité et Galix. La démarche s'inscrit dans le cadre du programme d'aide financière du gouvernement à la suite de la tempête du 30 décembre. Les 5 familles ne peuvent pas retourner dans leur maison. Le dossier est en bonne voie de se régler avec le ministère de la Sécurité civile. Le maire Régent Porlier s'est réjoui en public hier soir de savoir que le gouvernement du Québec a annoncé la semaine dernière des améliorations là dans l'aide aux sinistrés du Québec, dans tout le dossier des inondations, bien sûr. Il souhaite bien sûr que les nouvelles règles s'appliquent aussi aux sinistrés de la tempête du 30 décembre sur la Côte-Nord. D'autres sinistrés de l'érosion des berges de Port-Cartier et Sept-Îles discutent présentement avec les autorités de la sécurité civile. Du côté de la ville de Sept-Îles, on a amorcé des travaux de nettoyage également du secteur touché par la tempête hivernale. La direction générale de la ville de Sept-Îles attend un rapport des travaux publics avant de décider des réaménagements sur les rues des Campeurs et de l'église. Il semble quand même que les plages là ont pas été trop dévastées ou dévisagées par cette fameuse tempête hivernale du 30 décembre.
Sept-Îles reçoit de la visite politique aujourd'hui. La ministre Hélène David réalise une annonce au cégep de Sept-Îles cet après-midi. La ministre responsable de l'enseignement supérieur annoncera une subvention dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique du gouvernement du Québec. Pour sa part, le député fédéral David Graham discutera avec des militants de l'Association libérale de la Côte-Nord à Sept-Îles. Il réalise une tournée sur les enjeux ruraux tels l'Internet, la qualité de vie et l'économie. On aura l'occasion de vous présenter une entrevue avec lui ce midi. Et j'ai eu dire qu'il y aurait un autre ministre dans le coin de jeudi en ville. Fait qu'on vous tiendra au courant. Un printemps politique, hein. Il y a aussi le chef du Parti québécois qui s'en vient bientôt, Jean-François Lisée. Cette semaine, c'est le ministre Duclos qui vient nous visiter également. Là, il y a une annonce, semble-t-il, jeudi. 2 conférences de presse. On n'a pas les détails à ce moment-ci. Non. On passe aux nouvelles du sport, Tommy. Le judoka de Sept-Îles, Étienne Brillant. On a eu l'occasion de s'entretenir avec lui la semaine dernière à Côte-Nord Attitude. Il a encore remporté une autre médaille cette fin de semaine. C'était le Grand Chelem d'Ekaterinbourg en Russie. Dimanche, il a gagné la médaille de bronze. Étienne se classe maintenant au 16e rang mondial chez les moins de 81 kilos. Écoute, les Olympiques c'est en 2018, là, puis il serait confirmé, sa place serait confirmée, là, il est vraiment très près. Alors, l'espoir olympique canadien a gagné la médaille de bronze à la suite de ce qu'il qualifie de sa meilleure performance en carrière. Étienne a combattu samedi contre le champion olympique, le médaillé d'or aux derniers Olympiques dans sa catégorie, Kansan Kalmurazarev, en quart de finale. T'es bon. Ouais, c'est dur pour prononcer. C'est pas évident. Il a perdu ce duel serré qui s'est joué sur une pénalité en fin de combat. L'athlète sétilien de 24 ans s'est ensuite repris au repêchage en défaisant l'Arménien Aldranik Sharparian. Étienne Brillant a conclu sa journée de dimanche avec une victoire sur le Russe Murakabashirov pour remporter sa 4e médaille depuis le début de 2017. Le tournoi en Russie constituait en fait le premier des 4 grands chelems de la saison internationale, entouré de l'équipe de Judo Canada et fort d'une belle complicité, c'est ce qu'il nous disait la semaine dernière là, avec son entraîneur, avec qui il travaille là, depuis 1 an. L'athlète qui a commencé sur les tatamis de l'Académie de judo de Sept-Îles, Étienne Brillant, affiche une grande confiance pour les prochaines étapes jusqu'au championnat du monde en 2018 et ensuite tout le processus de sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Encore dans le sport, Port-Cartier était à l'honneur vendredi soir au gala du sport étudiant Côte-Nord. Des jeunes du centre éducatif L'Abri et de l'école Saint-Alexandre figurent sur les listes des gagnants. Jennifer Lelièvre du Cela a remporté le trophée de l'élève de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive. Grâce à leur performance en badminton, Frédéric Maltais et Élodie Servant forment l'équipe féminine par excellence. Marc Servant, également du Cela de Port-Cartier, est nommé entraîneur de l'année pour son travail auprès des jeunes en badminton. L'école Saint-Alexandre de Port-Cartier se distingue comme l'institution au niveau primaire ayant le plus contribué au développement des activités sportives. Ariane Saint-Jean de cette école a reçu un prix coup de cœur. Les écoles de Port-Cartier de la communauté d'Ouachat-Macmahon-Tenam se partagent le titre d'école secondaire ayant le mieux contribué au développement du sport. Plusieurs élèves d'Ouachat et de Sept-Îles ont aussi été honorés au gala sportif. Le Husky cadet a remporté la palme comme équipe masculine de l'année au secondaire. Jérôme Audette, Chloé Grégoire, Annika Jean-Pierre et Justin Landry se sont vus décerner des prix de coup de cœur. 59 dossiers de candidature ont été étudiés par le jury pour la remise de 16 prix au gala 2017 du réseau du sport étudiant de la Côte-Nord qui se déroulait vendredi à Port-Cartier. Je tiens aussi à souligner, il y a notre collègue Sylvain Turcotte qui a été honoré là, pour tout son travail en tant que journaliste sportif qui couvre très bien le monde du sport partout, mais principalement fait ressortir les bons coups de nos jeunes du réseau du sport étudiant du Québec. Donc, je tenais aussi à souligner le bel honneur que Sylvain Turcotte a reçu ce week-end. Un des bels événements qui avait lieu du côté de Port-Cartier cette fin de semaine, ce gala régional du sport étudiant. Il y avait aussi la journée de la famille. On s'entretient dans quelques instants avec la mairesse Violaine Doyle. Attitude. Je manque de temps pour ma famille à cause de tout ce que j'ai à faire dans l'entretien extérieur de la maison. Ben moi, mon ami, j'ai réglé ça avec les entretiens du 50e. Steven s'occupe de tout
tout. Les services de déchômage, les grands nettoyages du printemps, la tonte de pelouse. Ah ouais? Ben, ça me laisserait plus de temps pour aller au chalet avec ma famille, mais est-ce que ça coûte les yeux de la tête? Ben pas du tout. Les entretiens du 50e te font une soumission gratuite. Tu vas voir, c'est vraiment abordable. Ils couvrent le secteur de Port-Cartier et les alentours. Les entretiens du 50e, parce que vous manquez de temps. 88 350 20 54. Rendez-vous sur leur page Facebook. On se faisait un petit souper avec mon chum. La bouteille de vin était là. Le service à fondu, il était là. Les enfants, pas là. Et entre nous, il y avait une flamme. Là, sur la nappe. Et ma belle table, en un rien de temps, était brûlée là et là. Mais quand j'ai appelé Promutuelle Assurance, ils m'ont dit, gardez le sourire. On est là. Quand un de vos biens prend feu, Promutuelle Assurance est là. Obtenez votre assurance locataire à partir de seulement 15,95 $ par mois. Demandez une soumission dès maintenant. Promutuelle Assurance est là. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Eh ben, on s'entretient avec la mairesse de Port-Cartier qui était au bout du fil. Madame Violaine Doyle, bonjour. Bonjour, M. Saint-Pierre. On a eu des belles activités cette fin de semaine. Hein? On parlait aux nouvelles tantôt du gala du sport étudiant qui avait lieu du côté de Port-Cartier. Je pense qu'il y avait aussi les festivités de la journée de la famille en fin de semaine. Oui, en fait, ça a été assez occupé en fin de semaine à Port-Cartier. Ça a été un très, très beau gala. Il y avait beaucoup d'intervenants, beaucoup de jeunes, des parents, des entraîneurs. C'était un beau moment. Ça arrive une fois à peu près entre 5 et 7 ans parce que le gala fait le tour de la région. Alors, c'était notre tour cette année et c'était un très beau moment. Port-Cartier est allé chercher plein de prix, sa grande part sa grande part de prix. Oui, c'était un beau moment. Bon. On voit qu'il n'y a pas juste Charles Paquette qui est capable de gagner des médailles et des prix. Hein? Il y en a d'autres. Là. Il y a de l'avenir aussi là, dans le réseau du sport étudiant. Madame Doyle, oui. C'est ce que j'ai dit, c'est que Charles Paquette a commencé par faire partie de ça pour se rendre là où il est. Là. Donc, c'est des jeunes qui ont du potentiel et qui peuvent faire un cheminement aussi intéressant que celui de Charles. Oui. Madame Doyle, on voulait surtout parler d'un dossier un peu plus triste, je dirais. Hein, les propriétaires de 6 maisons de la rue Place McCormick, quand même, la municipalité est dans le dossier, puis on le voit venir depuis plusieurs années. Là. Mais là, on est rendu au bout. Là, c'est plus possible de continuer de vivre dans ces 6 maisons-là. Il y a eu une rencontre jeudi soir. L'aboutissement est un petit peu triste quand même pour ces gens-là, hein? Absolument. Et on comprend très bien, je l'ai dit sur plusieurs plateformes, laisser sa maison, c'est pas comme changer son auto. Hein? Une maison, c'est un foyer, c'est aussi un choix souvent qu'on a fait parce qu'il y a aussi des jeunes de vivre dans cet environnement-là. Les gens y ont investi temps et argent et on comprend très bien que c'est un dossier sensible. Mais par contre, je pense que les citoyens sont conscients qu'ils ne veulent plus revivre un 30 décembre là, et des situations d'inquiétude comme ils vivaient durant je vous dirais, au moins les 10 dernières années. Là, ouais. C'est sûr. Ouais, mais là, le 30 décembre, ça fait mal. Le printemps aussi, je pense que la fonte, là, je suis allé voir, c'est encore un beau paysage, des beaux petits canards en arrière qui se promenaient, mais il y a une piscine qui est tombée, une dalle de béton, c'est rendu proche des galeries. C'est l'évidence, là, hein? C'est l'évidence. C'est difficile pour les citoyens, mais je pense que c'est l'évidence et la solution qui a été offerte par le ministère de la Sécurité publique, je pense que c'est la solution la plus intéressante humainement, même si c'est pas intéressant en partant, là, mais je pense que c'est celle qui tient compte de la sécurité des gens d'abord et de la sécurité également de leurs biens parce que les biens vont aussi éventuellement être attaqués. Ouais, juste pour bien comprendre, Madame Doyle, là, ça va être à peu près la même chose là à Sept-Îles. Il y en a des résidences, des gens qui vivent la même chose sur la rue des Campeurs, à Galix, sur la rue Belle. Quelle est la responsabilité de la ville là-dedans et la responsabilité du gouvernement du Québec, là? C'est vraiment le ministère de la Sécurité civile qui est le responsable, le grand responsable, hein? Absolument. Au même titre que pour les propriétaires qui ont été attaqués par les inondations, là, c'est le ministère de la Sécurité civile qui décide quelle est la solution la plus qu'il faut mettre en place, en fait. Je vais enlever le mot intéressant, là, mais quelle est la solution qu'il faut mettre en place maintenant avec ce que ont vécu les gens et ce qu'ils devraient vivre s'il n'y a pas une autre solution qui est mise en place. Donc la ville, on a fait des sortes.
Donc, la Ville, sa responsabilité, c'est de soutenir ses citoyens du mieux qu'elle peut, quoi? Absolument. On va dire accompagner, hein, parce que c'est ce qu'on fait. Là, on accompagne les gens. D'abord, on s'est assuré d'avoir par écrit les offres de la sécurité civile qui indiquaient de façon très claire les montants à recevoir et les deux possibilités qui sont le déplacement de la résidence et l'allocation de départ. Alors ça, on a mis ça très clair. On avait les dernières informations, on les a transmises aux gens. Dès ce matin, d'ailleurs, la greffière a fait parvenir un nouveau courriel avec des questions que les gens se posent parce que c'est pas si évident que ça de faire le tour. Donc, les gens se posent sur leurs possibilités. C'est qui paye quoi, par exemple, qui paye les frais de notaire, qui paye le débranchement de l'hydro. Bon, alors ils ont une ligne unique et la greffière transmet ces informations-là et on attend des réponses là aux questions qui ont été soulevées par les citoyens. Madame Doyle, une question à deux volets. Premièrement, est-ce que la ville de Port-Cartier ou les municipalités dans une situation comme celle-là sont au moins consultées, font partie de la discussion pour en venir à une solution? Je comprends que c'est le ministère qui prend la décision finale, mais est-ce que la municipalité fait partie des discussions? Et deuxième volet, est-ce que la municipalité reçoit un montant, un budget pour aider là, aux opérations là-dedans? Parce que comme vous le dites, là, vous devez mobiliser des gens là, qui travaillent dans ce dossier-là. Donc, est-ce qu'il y a déjà là, des budgets qui sont débloqués pour vous? Bon, je vais répondre à la premier volet de votre question. Oui, nous avons été consultés. Il y a eu des discussions. Les gens de la sécurité civile, il y était plusieurs, je vous dirais, de l'équipe technique, là, 7-8 qui sont venus ici en février. Il y a eu une bonne discussion de 2 heures pour en arriver à reconnaître que c'était probablement après analyse, parce qu'ils sont partis avec cette solution-là, puis ensuite ils l'ont analysée, la seule solution possible dans la situation. Donc, oui, il y a eu des discussions et ensuite on a eu une confirmation que le ministère de la Sécurité civile offrait ces deux options-là dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention de sinistres. Et il y a sur les 6, il y en avait un, lui, qui était carrément en imminence. C'est pas la même source de financement, mais c'est à peu près les mêmes règles, autant pour le déplacement que pour l'allocation de départ. Oui. Donc ça, oui, il y a eu des discussions et j'ai attendu d'avoir l'information écrite du ministère de la Sécurité civile avant de réunir les gens. Est-ce que la Ville aura un budget? Bien, pas pour accompagner. Là, je vous dirais que les services qu'on offre aux citoyens, le temps de la greffière et tout ça, là, ça, c'est la Ville qui le fait. C'est correct. Là. Ça fait partie des services qu'on offre. Par contre, on aura un budget pour chacune des maisons pour démolir les maisons qui devront être démolies si c'est le choix du citoyen. Alors, de démolir les maisons, de enlever des débris, de s'en débarrasser et de ensuite niveler le terrain et en faire ce qu'on va appeler un parc, là, en tout cas, un lieu où il sera plus possible de reconstruire, en tout cas. Ouais. En tout cas, c'est triste, hein, quand même, pour ces gens-là. Là, ça n'a pas dû être facile à gérer non plus la réunion de jeudi. Moi, j'étais là juste avant la réunion. J'ai parlé avec certaines personnes. Il y avait quand même aussi, Madame Doyle, on peut le rappeler, là, le dossier de l'enrochement. On avait eu une subvention pour faire de l'enrochement. On a même été en appel d'offres. Ça devait se faire l'an dernier. Là, on pensait reporter ça à cette année. J'ai demandé comme ça à des gens si on l'avait fait, là, ce projet-là d'enrochement ou d'ensablement, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Vous en pensez quoi? Y a-t-il du monde qui ont dormi au gaz qu'on en arrive à une telle situation? Non, je pense pas. Là. Au contraire, ça nous prenait vraiment une recommandation. En fait, il faut bien être clair, là, on n'a pas eu une subvention du ministère de la Sécurité civile pour faire de l'enrochement, mais bien pour faire de la recharge de plage. OK? Par contre, on était en discussion avec le ministère de la Sécurité civile parce qu'on considérait qu'une simple recharge de plage ne protégerait pas adéquatement les infrastructures et la suite des choses nous a donné raison parce qu'à la tempête du 30 décembre, même s'il y avait eu de la recharge de place, vous pouvez être sûr qu'on aurait eu des dégâts majeurs. Ah non, ça n'aurait pas rien réglé d'après vous. J'entends beaucoup de monde qui compare à la rue Arnaud, à cette île, parce que c'est aussi au centre-ville. Là, Place McCormick, c'est quand même pas à Pentecôte ben éloigné. Là. C'est derrière l'hôtel de ville. Pour vous, de l'enrochement, ça n'aurait pas été une solution si on aurait fait ça dans le passé? Ben, l'enrochement, actuellement, oui, c'était notre croyance. C'était même, on est allé en appel d'offres pour faire de l'enrochement. Mais sauf que lors de la discussion du mois de février avec un spécialiste et d'autres personnes techniques là, du ministère de la Sécurité civile, c'est que ça prenait un enrochement tellement massif,
je vais employer ce terme-là, que ça n'avait plus de sens. On aurait dû intervenir sur le terrain des citoyens, on aurait dû monter ça à des hauteurs vraiment impensables. Il n'y a plus de vue pour eux. Ils perdaient leur paysage en arrière. Là, ouais. Alors, c'était terminé. Donc là, ce 200 000 $-là, en passant, c'est important, c'est encore dans les coffres de la municipalité et on va sûrement s'en servir pour intervenir ou dans ce secteur-là ou dans un autre secteur. Pour l'instant, il est tagué, je vais prendre cette expression-là, sur le secteur de Place McCormick. Mais il y aura ensuite des travaux là, de protection des berges, mais elles ne seront pas du même type là, que ce qu'on aurait dû faire pour protéger véritablement les citoyens. C'est ça qui nous a amené vers la proposition du ministère de la Sécurité civile dans le cadre de la prévention des sinistres. C'est vraiment le fait que cet enrochement-là aurait dû être tellement massif et tellement coûteux, en passant, mais surtout massif, que les gens auraient perdu la qualité de toute façon de leur environnement. En cas de déménagement d'une résidence, est-ce qu'on a déjà ciblé là, des terrains ou des secteurs dans lesquels on va déplacer? Le parc McCormick, juste en face, ça avait pas de l'air à les intéresser, hein? Ben, en fait, on leur a offert les terrains les plus près de leur environnement, donc que ce soit le moins coûteux possible, puis en même temps que ce soit le moins difficile possible au niveau du déracinement. Sauf que les gens ont leur choix à faire. Hein. Faut bien comprendre que les gens ont leur choix à faire et quand ils sont passés jeudi soir passé, ils avaient à réfléchir. Là, bon, quel est le mieux pour moi dans ma situation, en sachant que on espère le gouvernement va bonifier ces offres-là. Comme il l'a fait dans le cadre des sinistrés des inondations. D'ailleurs, le lendemain, j'ai appelé la députée pour lui demander de sensibiliser M. Coiteux à la situation des 6 propriétaires. Puis aujourd'hui, là, je vais envoyer une lettre par courriel pour confirmer aussi cette demande-là. Mais je suis sûre que la députée a eu l'occasion de le faire ou le fera sous peu. Là. Donc, parce qu'on m'a dit à la sécurité civile que M. Coiteux était très au courant du dossier. Évidemment, il est venu faire une visite de terrain. En même temps, ça peut être 6 cas différents aussi, là. Hein? C'est pas sûr qu'Hénaud Gosselin là, peut prendre toutes les maisons qu'il y a là puis les déménager sur un autre terrain. Là, des fois, il y a des particularités aussi. En terminant, Mme Doyle, il n'y a pas une 7e maison qui est très proche puis qu'il va falloir aussi regarder le même genre de solution actuellement? Ou à Port-Cartier, là, ces 6-là, c'est les seuls qui vont être victimes d'érosion des berges, finalement? Ben, en fait, c'est quand on regarde la ligne des Hautes-Eaux, la ligne d'érosion, qu'on dit en zone d'érosion, la ligne de côte qu'on dit en érosion, il y a ces 6 propriétés-là qui sont concernées. Heureusement pour cette personne-là, mais un citoyen qui on croyait était dans la même situation n'a pas été retenu, puis on le voit très bien pourquoi, parce que la ligne ne touche pas son terrain. Puis dans le cas d'un autre, la ligne touche une partie de son terrain. Alors lui, il a demandé une situation particulière et on va voir ce que le ministère de la Sécurité civile va répondre. Vous savez, dans ce cas-là, la municipalité accompagne, la municipalité s'assure que les questions des citoyens sont rendues, mais on n'a pas de pouvoir sur ce bout-là. C'est vraiment le ministère de la Sécurité civile là, qui fait des propositions. Ouais. Et c'est quand même pas des dossiers faciles à gérer non plus, hein, parce que c'est la municipalité qui est proche des humains puis des citoyens, c'est pas le ministère ni les fonctionnaires. Absolument. Mais je dois vous dire honnêtement que la directrice par intérim là, qui couvre aussi la région de la capitale nationale et du Lac-Saint-Jean, elle a été très, très aidante dans ce dossier-là. Elle continue à garder contact et elle comprend très, très bien la situation. Honnêtement, là, je ne peux pas du tout critiquer la façon dont elle accompagne la municipalité à ce moment-ci. Eh bien, Madame Violaine Doyle, mairesse de Port-Cartier, un gros merci d'avoir pris du temps comme ça avec nous en direct à l'émission Côte-Nord Attitude. C'est un grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Les soirées thématiques du blanc, les mardis sushi, les mercredis canard ou 6 façons d'être fou du canard. Foie gras poêlé, magret rôti, cuisses confites, ailes frites, terrines, tartare. Ah ouais. Les jeudis barman d'un soir, ben là, c'est 24 ailes pour 16 $. Tu les manges toutes tout seul, on t'en refile 12 sur notre bras. Promis, on te jugera même pas. Les dimanches, on sort les bulles pour accompagner le tartare. On n'a pas vraiment de raison, puis on n'en a pas vraiment besoin. Blanc Bistrot, 14 Père d'Ivet, blancbistrot.ca.
Tommy, on l'a dit en début d'émission, on a beaucoup de visites politiques ce printemps à Sept-Îles et sur la Côte-Nord. Il y a le député David Graham, qui est à Sept-Îles aujourd'hui. C'est un député du parti au pouvoir. Il n'a pas de ministère, mais il siège entre autres sur un caucus des députés libéraux concernant la ruralité. On va lui parler de certains dossiers, dont le prolongement de la route 138. On attend aussi le ministre Duclos, fédéral. Cet après-midi, il y a une conférence de presse de la ministre Hélène David. On annonce une subvention au cégep de Sept-Îles. Et il y a également le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui va venir faire son tour à Sept-Îles prochainement. Mais là, entrevue avec David Graham, député libéral de la région de Laurentides-Labelle. Il y a des folies qu'on peut regretter longtemps. Tiens, c'est fini. Marie-Pomme, c'est Marie-Pierre son nom. Et il y a des folies qu'on peut regretter longtemps de ne pas avoir fait. Comme les folies du printemps de votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Profitez dès maintenant de financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 72 mois sur la plupart des Jeep Cherokee 2017 et à partir de 0% jusqu'à 84 mois sur les modèles Dodge Grand Caravan 2017 sélectionnés. Sur approbation du crédit, détails chez vos concessionnaires. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Le député de Laurentides-Labelle, député fédéral libéral et de passage à Sept-Îles et Bécomo cette semaine, Monsieur David Graham, votre tournée, ça s'inscrit beaucoup pour parler de ruralité. Hein? Vous êtes dans une bonne région pour ça. Oui, c'est clair. Moi, j'ai fait un petit tour pour voir c'est quoi les enjeux ruraux où on peut travailler ensemble pour aider les régions rurales larges. Et quand on parle de ruralité, là, il n'y a pas de ministère au gouvernement fédéral. Vous avez quand même un caucus libéral de 54 députés. On parle de quoi exactement? De la qualité de vie dans les villes et villages un peu éloignés des grands centres. C'est un peu ça, la ruralité. La ruralité, c'est ceux qui se décrivent comme rural. Donc, tout le monde qui se pense rural sont rural, d'après moi. Comme Laurentides-Labelle, vous êtes plus banlieusard que rural, vous autres. D'après le genre de Manicouagan, mais du monde de Montréal, on n'est pas mal rural. Donc, c'est pour ça que c'est très relatif. Mais la raison d'être pour le caucus libéral rural national, c'est de réunir tous les députés dans les régions, à travers le pays, pour voir c'est quoi les enjeux qu'on a en commun. Et celui qu'on voit le plus souvent, c'est surtout l'Internet puis le service cellulaire qui nous manque un peu partout et qui nous nuit dans l'économie un peu partout. On peut en parler justement. Je pense que le gouvernement fédéral a quand même fait beaucoup d'efforts. Là, le Canada branché, il y a un programme. Et ici, je pense qu'il y a eu des subventions aussi à la compagnie TELUS. Là, il y a beaucoup de branchements qui sont en train de se faire. L'Internet haute vitesse qu'on vise, là, c'est partout. Là, qu'on soit au Nunavik, dans Manicouagan, on veut brancher tout le monde au Canada. Ça, c'est l'idéal. Parce que si tu veux participer dans l'économie moderne, ça prend la télécommunication. Sans ça, votre économie n'avancera pas nulle part. Parce que qu'est-ce qu'on voit, surtout dans mon comté de Laurentides-Labelle, les jeunes partent parce qu'ils n'ont pas de service Internet, ils n'ont pas de service cellulaire, ils n'ont pas de cette infrastructure qu'ils ont besoin et ils ne reviennent pas avant leur retraite. Donc, l'âge moyenne augmente très, très vite. L'économie est en décroissance. Et comment est-ce qu'on peut aider ça pour le minimum d'investissement? C'est l'Internet. Donner tout le monde la capacité de participer dans l'économie moderne. C'est ça qu'on a besoin de faire. Donc, justement, en lien avec la ruralité, on le voit, les compagnies privées ne pourront pas, là, des fois, c'est des très petits nombres d'abonnés, là, ça sera jamais rentable pour une compagnie privée. Il faut que l'État s'implique. Le cellulaire, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'on me dit que c'est pas subventionné, ça rentre pas dans le programme. Ici, il y a justement plein de zones, là, où on perd le cellulaire. Vous allez le voir en roulant entre Bécomo, Sept-Îles, entre autres. Je le vois chez moi, à 1 heure de Montréal, qu'on a des grands trous de service. Et oui, c'est des compagnies privées qui font ça, et c'est une grande enjeu de voir comment on peut régler la question de cellulaire. Parce que si on voit les télécommunications de comment ils sont rentables, on va jamais régler le problème. Pour moi, c'est une infrastructure. Sans l'Internet, sans le cellulaire, on manque l'infrastructure de critique de la génération moderne. C'est le chemin d'affaires de cette génération. Un autre dossier, M. Graham, qui peut sembler important, là, comme ici à Port-Cartier, mais dans plusieurs régions rurales au Québec, on dépend souvent de la foresterie. Hein? Il y a toute la fameuse négociation. Il y a entre autres la députée ici de Manicouagan, qui est du Bloc québécois, qui a beaucoup questionné le gouvernement Trudeau sur qu'est-ce qu'on fait là, dans le conflit du bois d'œuvre. Pour vous, est-ce qu'il y a des gestes qui devraient être posés là, justement pour soutenir les compagnies, surtout préserver les emplois en région, en foresterie? C'est sûr que le comté que je représente est également dans la foresterie. Dans Antoine-Labelle, on dit que c'est environ 80% de l'économie dépensée de la foresterie. Donc, c'est ça que ça me tient à cœur. C'est les pays d'en haut chez vous. Hein? Les pays d'en haut, c'est Laurentides-Labelle. Donc, c'est de 1 heure au nord de Montréal à plusieurs heures au nord de Montréal. Mais il y a des annonces qui s'en viennent dans les prochains jours qui vont aider beaucoup à garder ces emplois. Pour moi, c'est à défendre, pas l'industrie comme telle, mais
les gens qui travaillent là-dedans, c'est le plus important pour moi. Pour assurer une continuité un succès dans la région. Un des problèmes que on en parle dans ma région, c'est un manque, pas de vente, mais de travailleurs de longue durée à cause de l'instabilité dans le marché. Le monde ne veut pas rester là-dedans parce qu'ils ne sont pas assurés de leur carrière à long terme. Donc, il faut régler l'enjeu en permanence, de manière permanente. Donc, on arrête d'avoir cette bataille tous les quelques années. Parce que, justement, quand on parle de qualité de vie, de garder nos jeunes aussi, de freiner l'exode là dans la ruralité, dans la région, je pense que c'est l'emploi qui est le nerf de la guerre. Là. Est-ce qu'on a un plan pour créer ou préserver nos emplois en région au niveau du gouvernement libéral? C'est sûr que l'existence du caucus rural, c'est pour assurer exactement cette problématique. Pour moi, je parle souvent de ça. Je reviens toujours à la question des... Sans ça, on peut investir des milliards puis des milliards dans des nouvelles routes puis tout à faire. Sans télécommunication, on va pas rester quand même. Donc, pour arrêter l'exode, il faut moderniser. Il faut être égal à la ville dans les communications. Il est quand même assez jeune, le gouvernement de Justin Trudeau. Vous aussi, vous avez de l'air d'un jeune député, là. Souvent, les députés sont plus âgés un peu. Pour vous, votre bilan jusqu'à maintenant, là, le gouvernement pour les régions du Québec, pour la ruralité, il reste peut-être, une deuxième moitié de mandat, là, qui va y avoir des annonces, mais vous êtes satisfait jusqu'à maintenant? Le gouvernement est bien accueilli en région? Très bien accueilli. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire, surtout dans les premières années de la mandat, parce que les changements, ça prend du temps à faire, c'est de reconnaître les besoins des régions au fédéral, ça fait longtemps qu'on ne les connaissait pas au fédéral. Qu'il y avait un intérêt par beaucoup de députés au Québec de ne pas présenter les enjeux au fédéral pour démontrer que le fédéral ne pouvait pas marcher. Moi, je crois que le fédéral peut marcher, peut aider dans les régions. On le voit ici à Manicouagan, qu'il y a beaucoup d'implications du fédéral dans ces régions. Et c'est juste à tout mettre ça ensemble pour améliorer le sort de tout le monde ici. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'implications du fédéral dans une région comme ici. On pense aux ports, aux aéroports, entre autres, à Parc Canada, ici dans le comté, à plein d'emplois directement, le pénitencier fédéral, à Port-Cartier. Est-ce que, à ce niveau-là, finalement, parce que des fois on a une crainte, notre député dans l'opposition, on ne sait pas comment on est connu, entendu de votre gouvernement. Est-ce que votre passage dans la région, ça peut nous aider, quoi? Vous allez porter des dossiers que les gens vont vous parler pendant votre séjour à Sept-Îles et Baie-Comeau? L'idée, c'est d'entendre c'est quoi les dossiers puis les amener au caucus rural pour en parler aux autres députés, voir c'est quoi les enjeux qu'on a en commun, comment qu'on peut avancer ces dossiers de manière constructive. C'est parce que si tout le monde travaille sur leur propre enjeu puis on se parle pas, on va jamais rien avancer. C'est voir qu'est-ce qu'on peut faire tout ensemble. Ça, c'est l'objectif. Je prends l'exemple du prolongement de la route 138. Là, quand on parle de qualité de vie, les gens qui sont isolés vivent complètement une autre réalité que les gens de votre comté ou même que les gens de Sept-Îles, là, même s'il y a un certain éloignement. Là. Est-ce que c'est le genre de dossier, même si c'est une infrastructure qui relève du provincial, où on pourrait voir une implication fédérale? Ça fait quand même des années qu'on en parle ici, là, de finir la route dans le comté de Manicouagan jusqu'à Blanc-Sablon. Ben, c'est sûr que c'est un enjeu qu'on doit en parler. Je comprends que l'association libérale vient de passer une motion pour demander encore que ça soit fait. C'est clair que c'est un bénéfice pour l'économie. C'est à voir comment qu'on peut poursuivre ça sans trop mêler dans les enjeux provinciaux, mais tout de même de réussir éventuellement de le faire. Le problème de gouverner, c'est de faire des choix finalement. Hein? Tout le monde en veut dans son comté, ça doit être pareil par chez vous, sauf qu'à un moment donné, il faut avoir une vision globale puis mettre des priorités nationales. C'est justement pour ça que je suis là. Si j'avais juste la vision locale, je serais pas ici. J'ai une vision globale, je veux voir comment on va améliorer le sort de toutes les régions. Pas juste dans ce label, mais vraiment toutes les régions au Canada, puis une grande pays des régions. Eh bien, monsieur le député David Graham, un gros merci pour cette entrevue à la radio. Merci à vous. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Allô, c'est Vincent du Blanc Bistrot, la production atelier traiteur et le placard à poutine. 99,1, 94,1 sont proches de leurs clients. Grâce à eux, nous permettent de faire découvrir nos entreprises d'une façon différente, de la façon qu'on veut transmettre notre message. Faire affaire avec des gens d'ici fait vraiment la différence. Je pense que on peut tous être gagnants de faire affaire avec les deux radios locales de cette île. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Ici le gars de Canadian Tire pour vous parler de notre solde folie printanière présentement en cours où vous trouverez des rabais incroyables sur les essentiels de la saison comme les articles de camping et de jardin. En plus, ce jeudi, achetez pour plus de 100 $ en magasin et obtenez une carte promo d'une valeur de 20 $. Un solde et une offre comme ça mérite une tonne de plus. Des oiseaux dans les airs, des fleurs dans les mains, c'est la folie printanière dans notre magasin Canadian Tire. Le solde prend fin le 31 mai, voir canadiantire.ca ou la circulaire pour plus de détails.
Salut. Allô? Hey, je vais passer chez IGA. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas, des crevettes? Ça se peut. Du bœuf? Des filets mignons sur le barbecue? Non, du saumon en papillote. Ben là, une assiette terre et mer? Ah, parfait. Hey, je te dis que ça donne faim, hein? Être d'accord? Cet été, chez IGA, on s'enflamme à chaque repas. Jusqu'au 24 mai, le dessert glacé Parlour de Nestlé de 1,5 litres est à 2,99 $. Et le homard vivant d'une livre à une livre et quart est à seulement 7,99 $ la livre. IGA, le plaisir de vous faire plaisir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy Auger, l'ami de la jeunesse, est en pleine forme à cette île. On parle du Club Optimiste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Club Optimiste. Il recevait des gens d'autres clubs cette fin de semaine du côté de cette île. C'est une assemblée partout au Québec. Ben oui, c'est une assemblée optimiste à cette île et pour nous en parler, on reçoit par téléphone Michel Frigon. Bonjour Michel. Bonjour messieurs. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Remis de votre grosse fin de semaine? Absolument, absolument. Donc, pour savoir, là, c'est quoi au juste une assemblée optimiste, puis qu'est-ce qui s'est passé là en fin de semaine? OK, premièrement, c'est une assemblée du district Est du Québec, Rive-Nord, puis le district en question comprend la Mauricie, le Québec et sa région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord jusqu'à Fermont. OK, fait que c'est assez grand comme territoire, là. Oui, c'est ça, puis ça regroupe environ, ça dit 58 clubs. Oh! Alors, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est déroulé en fin de semaine. D'ailleurs, le vendredi soir, il y avait lieu un souper de fruits de mer. On était une centaine de personnes qui ont apprécié la fraîcheur du crabe et du homard. Oh, chanceux. Le samedi matin, il y avait déjeuner pour tous et ensuite, 4 autobus nous attendaient pour la visite d'Aluminerie Alouette. En avant-midi, il y a eu la visite de deux intérieurs de 2 endroits, dont l'électrolyse et le centre de coulée. C'est votre président qui servait de guide? Non, non, pas du tout. Il ne pouvait pas être là en fin de semaine. Ensuite, tout le monde a dîné à la cafétéria d'Alouette. Après ça, il y a eu 2 ateliers d'information concernant la ville de Sept-Îles et sa région par Développement économique Sept-Îles, suivi de 2 autres ateliers sur 2 activités du club de Sept-Îles, dont celui du tapis rouge balle définissant et d'opti extrême. OK. Alors après cela, nous sommes revenus à Sept-Îles, à l'hôtel Sept-Îles. Alors je veux juste faire une petite parenthèse, je veux remercier officiellement, remercier beaucoup l'Aluminerie Alouette et ses employés pour leur exceptionnelle réception. Merci beaucoup, en particulier à Marie-Claude Casey, Charles-André Nadeau et Sébastien Scherer. 165 personnes étaient présentes. Wow! Et ont pu profiter d'une thématique semblable à notre souper bénéfice le samedi soir, dont une dizaine d'encans, bingo et amandes de toutes sortes. Ce fut une très grande surprise et réussite de cette activité par tous, les gens de l'extérieur qui n'avaient jamais vécu notre souper bénéfice. Aha. Alors, le dimanche matin, naturellement, c'était le déjeuner et l'Assemblée générale avec le comité exécutif et comité exécutif du district qui a remercié officiellement cette île et des remises pour leur professionnalisme et leur grande jovialité. Alors, moi, j'aimerais faire juste un merci beaucoup au club de cette île qui m'appuie comme gouverneur du district de l'Est du Québec pour l'année 2017 et 2018. Donc ça, c'est un beau rôle, là. C'est ça. Alors, c'est ça le résumé de la fin de semaine. Je pense que c'était une très belle réussite. Et puis, je pense que tous les gens, même les gens du district, ont beaucoup apprécié le club de cette île. Bon, donc, c'est le fun. Ça, c'est des retombées aussi pour une ville comme cette île. C'est un congrès comme ça. Il y a juste les optimistes pour nous en organiser des bons de même. Il y en a d'autres aussi. Je pense qu'il y en a d'autres qui s'en viennent avec d'autres congrès. Parce que nous autres, c'est notre... on a fait la 2e assemblée, mais on va avoir un rassemblement. L'autre rassemblement qu'on va avoir à cette île, les optimistes, ça va être en septembre 2018. OK. Ouais. Donc, ça, c'est un autre type de réunion. C'est ça. Là, c'est le congrès annuel. Ah, d'accord. Qui va
définition qui va finaliser mon mandat comme gouverneur à ce moment-là. Ah, d'accord. Là, tout à l'heure, vous parliez de 58 clubs qui étaient présents, qui étaient représentés. Là. Donc, c'est plus facile de faire descendre des gens pour une réunion comme ça, des optimistes, que par exemple pour une compétition sportive ou pour un... C'est difficile de déplacer les gens à cette île, mais vous avez réussi ce tour de force-là? Bien, disons que c'est sûr qu'il y a des gens qui pouvaient pas venir, mais juste un exemple. Ceux de la Mauricie, ce sont les personnes les plus éloignées. Il y avait quand même 16 personnes de la Mauricie. OK, wow. Puis là, qu'est-ce qui facilite les choses, c'est lorsque ces activités-là se déroulent durant une longue fin de semaine. Alors, les gens profitent pour amener leurs enfants, puis on avait une garderie, puis tout ça. Alors, c'est ça que les gens... Et en plus, on a eu une très belle température. Oui. Alors, les gens se promenaient sa promenade en dehors des activités, puis tout ça, puis ils ont adoré cette île. Ils ont pu voir qu'il fait beau aussi, et il peut faire même chaud ici à cette île. Donc ça, c'est un avantage aussi. Ils vont pouvoir... c'est des belles cartes de visite là qu'ils rapportent de chez eux. Vous avez parlé de la visite à la luminerie Alouette. C'est toujours très impressionnant de visiter des industries comme celle-là. C'est quoi la réaction des gens là, une fois qu'ils sortent de là? Qu'est-ce qu'ils pensent de cet environnement-là? Ils en reviennent pas. Ils disent c'est de valeur qu'on n'ait pas pu en visiter plus longuement, mais par contre, c'est sûr qu'ils peuvent pas, mais ils trouvent ça tellement gigantesque parce qu'on a fait le tour de la bâtisse en autobus, puis on est arrêté voir les lingots d'aluminium, on est passé tout près, etc. Alors non, les gens sont épatés, puis ils en reviennent pas de la propreté de l'usine aussi. Oui. Ça, c'est un gros avantage de pouvoir visiter des installations comme celle-là. J'aimerais que vous nous parliez un peu, là, j'ai vu ça. C'est quoi, juste la brouette du bonheur? C'était un prix qui était à tirer. C'est quoi un peu ça, la brouette du bonheur? La brouette, c'est organisé pour la Fondation Optimiste Internationale. La Fondation Optimiste, la Fondation c'est pour les jeunes. Chaque club fournissait 1 ou 2 bouteilles de vin de bonne qualité, etc. Ouais. Et puis, on mettait ça dans une brouette. Il y avait des billets qui se vendaient et on faisait tirer la brouette. Elle était tirée ici à cette île. C'est quelqu'un je me rappelle pas de quel endroit, mais c'est quelqu'un de l'extérieur qui a gagné. Mais il y avait tellement de bouteilles de vin, il y avait du fort, il y avait disons que c'est une belle brouette, là. C'est pas une brouette avec de la garnotte dedans, là. Non. C'est une très belle brouette. C'était un gros succès, ça aussi. Il faut dire que l'objectif, là, était d'atteindre, là, dans les alentours de 7500 $ avec le tirage de cette brouette-là, et ça a été atteint, là. Donc, c'est quand même un beau montant qui va être remis à cette cause-là. Absolument, définitivement. Donc là, on rappelle là, que du côté de cette île, vous êtes toujours présent dans diverses activités, dont les Opti-Stars. Vous faites aussi là, le Vieux Camp en Fête. Vous êtes encore présent au Vieux Camp en Fête, hein? Absolument. Puis d'ailleurs... Des rêves d'enfants. Le bal, en fin de semaine prochaine, vous allez être là au bal? C'est ça, le tapis rouge du bal des finissants. On a le tapis rouge de l'école privée, puis on a le tapis rouge de Queen Elizabeth en plus cette année. C'est ça. La semaine d'appréciation de la jeunesse où vous amenez des jeunes là, faire des tours d'hélicoptère, ça c'est tellement toujours apprécié là, des jeunes, c'est beau de voir dans leurs yeux la fierté aussi de souligner leur bon coup là, parce que c'est pas toujours les jeunes qui ont des grosses performances académiques, mais c'est des jeunes qui ont fait de belles améliorations, qui ont réussi de beaux projets durant l'année. Donc le club optimiste de cette île qui est vraiment présent partout toute l'année pour la cause de la jeunesse, c'est important de le dire, vous travaillez pour les jeunes. Justement, en parlant de la semaine d'appréciation de la jeunesse, je voudrais mentionner une chose. Samedi soir, il y a eu le visionnement du vidéo que toi, tu avais tourné, Tommy. Et puis, on présentait ce vidéo-là sur écran. Les gens n'en revenaient pas de cette activité-là. Et puis, de la qualité des images. Puis, tu sais, je veux dire, même l'hiver, des belles images, puis les gens ont tellement apprécié, puis ils n'en revenaient pas de cette activité-là. Ben, c'est grâce à vous qui m'avez permis de prendre des belles images et félicitations à vous de remettre autant aux jeunes et d'encourager autant la réussite des jeunes. Michel Frigon, qui est membre du Club Optimiste ici, mais qui est aussi gouverneur pour la section Est du Québec pour les Clubs Optimistes. Merci beaucoup pour ces quelques minutes, Michel. Ben, merci beaucoup d'avoir pensé à moi.
Fait plaisir. Et pour conclure notre émission Côte-Nord Attitude, on reçoit Alberte Marcoux, la directrice générale de Voyage Coste, la coopérative de Rivière-au-Tonnerre. Tommy, moi, j'en reviens pas. C'est un don, là. L'ancienne auberge Place Jonathan, qu'on appelle maintenant l'Escale-la-Mer. Les 3 propriétaires donnent la bâtisse à Voyage Coste. On en parle avec la directrice dans quelques instants. Attitude. Voici à quoi ressemble la vie quotidienne ordinaire. Et voici à quoi ressemble la vie quotidienne avec la boutique Attraction. Il y a de quoi célébrer avec la boutique Attraction. C'est la nouvelle façon d'économiser. Tout est à un minimum de 50% de rabais avec de nouvelles offres chaque semaine. Sorties, détente, resto, cadeaux, vas-y et profite de la vie à moitié prix. Boutiqueattraction.com. Je veux un camion vraiment robuste. Facile, c'est le Ford F-150. Je veux qu'il soit compétent et équipé des dernières technologies. Facile, encore le F-150. Puis je veux une offre exceptionnelle. Trop facile. Du 19 au 29 mai pendant l'événement Plus pour vous de Ford, obtenez 7 500 $ de rabais sur le F-150 2017 neuf sélectionné, en plus de 750 $ en bonus du printemps. Hey, j'aimerais ça avoir ta voix. Ça, c'est moins évident. Robuste, intelligent, compétent, imbattable. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pur FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Tommy Auger, c'est le bon temps pour parler de la coopérative de solidarité en tourisme équitable Voyage Coste. Pas juste parce qu'on vient de leur donner une auberge, mais aussi parce que c'est le printemps. Ouais. On planifie, entre autres, le traversier pour Anticosti. Puis nous aussi, on planifie nos vacances. On va pas juste dans l'ouest, là, on peut aller dans l'est aussi, là, en vacances. La directrice générale de la coopérative Voyage Coste est avec nous, Madame Alberte Marcoux. Bonjour. Bonjour. Madame Marcoux, moi j'en reviens pas, là. On vous l'a donné. L'ancienne auberge Place Jonathan, là, qu'on appelle depuis quelques années l'auberge l'Escale-la-Mer. On vous a donné le bâtiment. Oui, effectivement, c'est réellement surprenant, puis je dirais exceptionnel, puis je pense que c'est réellement important pour nous d'en parler parce que ça cadre réellement puis ça respecte les principes puis les valeurs de notre coopérative. Puis qu'on peut pas voir un plus beau geste de générosité puis d'engagement puis je dirais même de solidarité. Écoute, c'est quand même pas une bâtisse qui est en train de tomber en morceaux. Là, je vais nommer propriétaire, j'en reviens pas. C'est Sylvie Michaud, Pierrette Allison et Daniel Lafortune qui étaient les 3 copropriétaires. Et là, ils vous donnent ce bâtiment-là. Il y aura quand même quelques rénovations, j'imagine, quoi. Il y a rien de caché en arrière de l'histoire, là. On vous le donne. Oui, il n'y a rien de caché, absolument pas. Je vais dire, nous, on fait des aménagements, là, on va faire, c'est-à-dire des travaux d'aménagement là, pour y transférer nos locaux parce que au lieu de faire affaire au 22 rue de l'Église, on va aménager là, l'agence sur la 138, donc sur la façade du 454 Jacques-Cartier à l'Escale-la-Mer. Et puis, il y a quelques petites rénovations à faire, mais c'est rien d'extrêmement majeur. Puis c'est réellement exceptionnel pour nous, étant donné la valeur du bâtiment. Oui, moi je me souviens bien, à l'époque, on l'appelait Place Jonathan avec Monsieur Régent Roy, Madame Duguay qui venait de Rivière-au-Tonnerre. Ils ont opéré beaucoup un restaurant là-dedans, mais ça avait été rénové, là, la fenestration en arrière. Il y a une grande salle, là, quand même. Il y a du potentiel dans votre bâtiment, là. Ah, extrêmement, oui. Il y a beaucoup de potentiel. C'est sûr que les anciens propriétaires, Daniel, Sylvie, Pierrette, eux, c'était un centre de ressourcement, puis utilisaient cet espace-là là, pour leurs activités. Nous, on va lui donner un nouvel essor à cet espace-là. On est en train de mijoter différents projets, fait que c'est ça, là. On peut pas trop en parler de ce stade-ci parce que c'est pas encore concret, tout à fait concret. Mais c'est ça. Puis le bâtiment est extrêmement en bonne condition parce que vous savez, les anciens propriétaires l'ont utilisé puis l'ont opéré jusqu'en octobre dernier. Là. Oui, on l'a chauffé l'hiver. Là. Je sais qu'il a servi quelques années pour des gens de chantier puis tout ça, mais ça a quand même été maintenu en bon état.
Effectivement, il y a eu beaucoup d'amour de porter là au bâtiment par Daniel, Sylvie et Pierrette. Fait que c'est réellement un beau geste de générosité envers la coopérative. Parce que cet acquis-là va nous permettre, nous, de consolider puis de croître aussi notre entreprise collective. C'est que ça va apporter un rayonnement non seulement à l'entreprise en tant que telle, mais sur l'ensemble de nos 200 membres. Ouais. Ben ça peut aider, bien sûr, la coopérative. On va voir qu'est-ce qu'on va en faire, quels sont les projets d'avenir. Vous n'avez pas peur que ça vous fasse beaucoup, Madame Marcoux, comme directrice générale? Là, je ne sais pas si vous avez une grosse équipe de 60 employés chez Voyage Coste, là, à Rivière-au-Tonnerre, mais là, il y a le projet de traversier Anticosti qui a eu quand même des difficultés l'été dernier puis tout ça. On a travaillé beaucoup l'accessibilité à la base Côte-Nord. On travaille avec le Bella des Gagnés. On travaille les saisons hivernales. Mon Dieu, vous manquez pas d'ouvrage, là? Non, pas du tout, mais nous, on est une équipe qui est quand même très dynamique, puis on n'est pas seul non plus à Rivière-au-Tonnerre en tant que tel, parce que nos membres sont étendus à partir de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon de plus en plus, puis qu'on a du soutien aussi dans nos milieux par les membres qui sont présents. Fait que pour nous, on aime les défis aussi, puis on croit à notre région, puis toutes ces initiatives nouvelles-là, on les entame avec fierté, puis on est convaincus qu'au bout du compte, on va atteindre les résultats souhaités. L'auberge que vous venez d'acquérir, est-ce que vous désirez conserver la vocation qu'elle avait uniquement d'une auberge, ou vous avez des projets peut-être là, de modifier un peu certaines pratiques qu'on faisait à l'intérieur? C'est sûr qu'on souhaite y apporter peut-être un nouvel horizon. Là, comme je disais, il y a quand même un grand espace qui a été utilisé comme centre de ressourcement avec Daniel et Sylvie et Pierrette. Mais nous, on a un autre projet, mais à ce stade-ci, je peux pas en parler trop. Donc, ça sera pour une prochaine entrevue. Mais dites-moi, Madame Marcoux, c'est quand même jeune, là, la coopérative Voyage Coste. On se souvient bien des valeurs à la base de votre projet avec Monsieur Jacques Lachance, entre autres, un des fondateurs, là. Est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution de l'entreprise de tourisme équitable que vous dirigez? Effectivement, on est satisfait de l'évolution, malgré qu'elle est quand même plus lente que ce qu'on avait anticipé initialement. C'est pas facile de développer d'un territoire comme la Mingani et la Basse-Côte non plus, là. Non, c'est carrément pas facile, ça, on vous le cachera pas, sauf que la croissance prouve qu'on a énormément de potentiel. Puis si tout le monde travaille ensemble dans le même sens, on devrait arriver à réellement donner les résultats pour atteindre la viabilité à moyen terme, je dirais, puis réellement à générer des retombées économiques très positives pour le milieu, en plus de mettre en valeur notre environnement naturel et puis historique, culturel. Vos initiatives, par exemple, pour faire la promotion de la route blanche en Basse-Côte-Nord, puis d'organiser des voyages quand on sait jamais à quelle date elle va ouvrir, à quelle date elle va fermer, puis y a-t-il un tronçon qui est trop mouillé, puis qu'il n'y a pas de neige, puis qu'on n'a pas les mêmes normes au ministère des Transports, puis chez les gens de la Basse-Côte-Nord. Êtes-vous quand même satisfait? Il me semble qu'on investit beaucoup dans ce genre de choses-là qui est plein d'obstacles. Ah, c'est sûr qu'il y a des défis, mais voyez-vous quand même notre coopérative avec les partenaires puis ses membres, on a mis en place sur le territoire des tables ad hoc sur le tourisme. Il y en a une pour la Basse-Côte-Nord et tout récemment, on a mis en place la table ad hoc pour la Mingani sur le tourisme. Donc, ça fait en sorte qu'il y a quand même une réflexion. On est soutenu par des expertises. Il y a une réflexion qui se fait de la part du milieu. Il y a un consensus, il y a une vision, et puis il y a des actions qui sont entreprises pour atteindre les résultats de cette vision-là. Donc, à mon sens, je suis très confiante que notre territoire possède un énorme potentiel au niveau touristique. Puis, en continuant de travailler dans un consensus, on va y arriver à réellement, là, on va donner les résultats, puis on va faire en sorte que l'industrie touristique devienne une industrie durable pour notre milieu. Ouais. En terminant, Madame Marcoux, là, dernier sujet, donnez-nous des nouvelles de l'escale Anticosti. Là. Vous m'avez dit ce matin qu'il est en chantier du côté de Gaspé. Ça aussi, c'est votre bateau, hein? Vous en avez fait l'acquisition. Il me semble qu'on a tellement parlé de l'île d'Anticosti depuis 2 ans, puis que les gens, là, entre autres ici, à cette île Port-Cartier, on est à peine 1 heure de route de Rivière-au-Tonnerre pour aller prendre le bateau, prendre un traversier régulier. Est-ce qu'on va implanter un service de traversier régulier là cet été? Oui, on est, comme je disais ce matin, le bateau, c'est-à-dire il est en chantier, l'Express Anticosti.
Et puis, si tout va comme prévu, il devrait être de retour par la mi-juin. Et puis, on voit un engouement pour Anticosti, c'est vrai, depuis les dernières années. C'est sûr que d'en parler beaucoup par le pétrole, ça fait quand même une incidence quand même positive, parce que ça nous fait de la... Ouais, parlez-en bien ou en mal, mais parlez-en, ça fait de la pub. C'est exactement ça. Fait que l'an passé, on a eu des petites problématiques au démarrage du produit. Par contre, si on tient compte du nombre de sorties versus le nombre de personnes qu'on a transportées, c'est quand même relativement positif. Donc, on s'attend cette année, lorsque le bateau va revenir, il va revenir en shape, comme on dit, puis tout devrait bien aller. Donc, on s'attend facilement à tripler le nombre de passagers. Ah ben, ça aussi, il y a du grand potentiel, je trouve, pour une traverse régulière en saison touristique entre Rivière-au-Tonnerre et Anticosti, là. Bon, ben, on va vous laisser aller travailler. Ça vous fait vraiment beaucoup de pain sur la planche, ça, vous autres, à Voyage Coste, là. Ah oui, mais ça nous permet, ces projets-là, de créer des emplois nouveaux. Donc, ça, c'est un aspect aussi important qui cadre avec les valeurs de notre coopérative. La création d'emplois dans notre propre milieu. Ben, gardez-nous au courant, madame. Vous savez qu'il y a potentiellement un bon bassin de population, de monde intéressé, puis qui ont même pas besoin de prendre de vacances pour aller à Anticosti, à Rivière-au-Tonnerre, ou en Méganie, ou en Basse-Côte. On n'est pas si loin, nous autres. Ben, ça va nous faire plaisir de vous partager l'information. Madame Alberte Marcoux, je rappelle que vous êtes directrice générale de la coopérative de solidarité en tourisme équitable Voyage Coste. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous ce midi. C'est nous qui vous remercions. C'est un plaisir. Et Tommy, un gros merci pour ton retour à la radio après 2 semaines d'absence. Ça a été une bonne émission. Merci beaucoup. Et là, est-ce que tu reviens cette semaine? C'est une petite semaine. On a juste 3 jours d'émission mais je reviens jeudi. Semaine. Normalement, je reprends mon activité normale. Donc, je reviens jeudi. Et on devrait avoir le ministre fédéral. Comment est-ce qu'il s'appelle? Duclos? Ouais, Monsieur Duclos. Non, désolé. Jean-Claude. C'est Monsieur Duclos, hein? Monsieur Duclos sera ici. C'est ça. Jean-Yves, je pense. En tout cas, peut-être. Un ministre Duclos, jeudi à Sept-Îles. Au revoir tout le monde.